Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Kalaodala. La question de ce soir, le combat d'un peuple peut-il faire plier un État tout-puissant ou infléchir sa politique géostratégique? Une question presque philosophique qui résonne particulièrement au vu de l'actualité de ces derniers jours. On pense bien évidemment à ce référendum en Nouvelle-Calédonie qui a vu la victoire des militants pour une Calédonie française face aux indépendantistes composés en grande partie de la communauté kanak. Un peuple longtemps mis à l'écart du développement pourtant florissant dans le territoire. On pense aussi à ce nouvel accord entre la France et les Comores qui survient après des mois de blocage suite aux manifestations des Mahorais contre la feuille de route. Ce premier accord signé il y a un an par les deux pays sans tenir compte de la position des premiers concernés, la population mahoraise. Ce soir, nous parlons des enjeux qui se jouent aussi sur ces deux territoires ultramarins. Avec nous pour évoquer ces questions, deux journalistes. Anne Perzo-Lafont, rédactrice en chef du Journal de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Alda, merci de m'avoir invitée. À côté, Zaïdou Bamana, notre journaliste consultant. Bonsoir. Bonsoir. En face, côté politique, Daniel Martial-Henry, président du MODEM, la section locale. Bonsoir. Bonsoir Alda. Je rappelle que votre parti a noué une alliance avec La République En Marche, le parti majoritaire du président. Tout à fait. Alors, nous aurons aussi une intervention de Mahmoud Aziari, qui devait être avec nous ce soir, mais qui malheureusement est à Paris. Il nous donnera son point de vue d'économiste concernant la politique géostratégique de la France à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Mais avant d'en venir à ce fameux référendum, priorité à l'actualité du jour, cette déclaration de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, et de son homologue comorien, Mohamed El Amin Souef. Elle annonce la reprise officielle des reconduites à la frontière, ainsi que 5 autres points: la lutte contre les Kwassa avec une aide matérielle pour les gardes-côtes comoriens, la gestion concertée et rationnelle de la circulation des personnes, la coopération entre la France et les Comores en termes de formation, insertion, agriculture et d'emploi, une coopération sanitaire sur la base des travaux menés par la mission de Mme Voynet et M. Renouf. Enfin, la mise en place d'un comité de pilotage franco-comorien de haut niveau auquel seront associés les élus mahorais. Beaucoup soulignent une victoire, notamment nos deux députés. Daniel Martial-Henry, est-ce que pour vous c'est une victoire? Oui, je considère que ce sont des avancées considérables parce que il me semble que tout ce que vous avez évoqué, c'était justement la volonté des Mahorais. C'est que ce que les Mahorais ne souhaiteraient pas, c'est qu'on enlève le visa Balladur. Et d'après ce que j'ai pu entendre de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ce dispositif a été enlevé. Donc c'est un grand pas en avant. Ceci étant, en matière de coopération régionale, les Mahorais sont demandeurs de cette coopération parce que c'est pour nous le seul élément, en tout cas pour le MODEM, le seul élément qui peut de lutte contre l'immigration de façon à la fois humaniste et fiable. Donc pour moi, c'est une grande satisfaction. Zaïdou Bamana, est-ce qu'on peut vraiment se réjouir de ces 5 points résumés sur une page, alors que l'accord de la feuille de route faisait quand même plusieurs points bien détaillés qui concernaient les actions françaises, les actions comoriennes, comment tout ça allait être mené? On a l'impression que c'est un peu résumé et on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce résumé. C'est un résumé, c'est un canevas, mais je pense que c'est quand même une bonne chose. On sort plus ou moins d'un dialogue bloqué entre l'État français et puis ancien colonialiste et puis l'État comorien. On arrive vers un accord. C'est donc une bonne chose. Et nous espérons que cet accord permettra surtout d'apaiser les tensions sur Mayotte, parce que c'est l'objectif aussi de cet accord. Je crois qu'il est important de signaler que dans cet accord, qui n'en est pas un, puisqu'il va falloir le signer à la fin du mois, avec la participation des élus mahorais, il y a déjà quelque chose qui a évolué. À un certain moment, nous parlions beaucoup plus d'immigration clandestine, alors que maintenant, le gouvernement a changé de braquet. Il parle de trafic humain.
Je pense que c'est très important parce que ça veut dire que la lutte contre l'immigration clandestine va rentrer dans une phase beaucoup plus active. Et c'est une manière de reconnaître un peu toutes les manifestations populaires qui ont été organisées sur le territoire, notamment par le CODIM, Comité de défense des intérêts de Mayotte. Quand on parle de trafic humain, c'est-à-dire qu'on reconnaît toutes les possibilités de danger qui pèsent sur Mayotte. Et on reconnaît aussi toute la partie insécurité qui doit être la chose la plus importante. Cela étant, en matière de sécurité, on ne peut pas se satisfaire uniquement d'un accord bilatéral franco-comorien. Il faut intégrer dans cet accord la participation de Mayotte à un accord beaucoup plus large, c'est ce qui est prévu, d'ailleurs. Puisque la sécurité, véritablement, elle se joue au niveau de l'océan Indien. Et nous savons très bien maintenant que l'immigration n'est pas maintenant uniquement le fait des populations comoriennes, mais elle intègre Madagascar et l'Afrique de l'Est. Donc il y a d'autres choses. C'est un canevas, c'est un bon début. C'est bien que les élus mahorais puissent être intégrés. Ils ont eux aussi des choses à proposer pour apaiser et sortir de ce dialogue de la violence entre Mayotte et la France, entre Mayotte et les Comores. Anne Perzo-Lafont, quelle est votre analyse sur ce nouveau document ? Donc c'est une première victoire, comme l'a dit Mansour Kamardine. D'abord parce que c'est ce que voulaient les Mahorais, une reconnaissance officielle. On savait que les reconduites avaient repris. Là, c'est une reconnaissance officielle qui va pouvoir apaiser les choses. Je trouve que c'est un document assez consensuel, c'est-à-dire qu'il ne blesse personne. Mayotte n'est pas cité, on ne parle pas d'immigration, mais de mouvements des populations non maîtrisées. Donc ça implique personne, mais c'est assez pour justement arriver à une reconnaissance officielle. La grande victoire aussi, mais ça on le savait de toute façon, c'est que les élus mahorais allaient être associés. Et en fait, ils l'ont été même en amont de cette déclaration. Moi, j'ai appris qu'il y a eu une réunion mercredi dernier au Quai d'Orsay et que les parlementaires étaient associés en préalable de cette déclaration, de cet accord. Après, la question à se poser pour savoir si c'est une victoire ou pas, c'est est-ce qu'on a obtenu cette avancée par un chèque ou pas ? Parce que si c'est par un chèque, on va recommencer dans quelques mois, on va à nouveau être sur la voie de « allez, je te bloque », et ben donc je bloque aussi, et des tensions à n'en plus finir à Mayotte. J'ai entendu dire par les parlementaires, je ne sais pas si on va revenir dessus ou pas, mais j'ai entendu dire en tout cas par les parlementaires qu'il n'y avait pas eu de chèque, mais que c'était à l'issue du passage, vous savez qu'il y a une mission de parlementaires qui est passée à Mayotte la semaine dernière, et il y avait eu une discussion. À Paris, apparemment, tout le monde pensait que la coopération régionale se passait très bien. Et ils se sont rendus compte à Mayotte et en allant à Moroni que ça se passait très mal, et en particulier que Moroni Grande Comore, gardait une partie de la coopération régionale, et ce qui explique aussi les heurts d'Anjouan, et ce qui explique la pression qui a été menée sur les Comores, sur la coopération régionale, et c'est un résultat aussi de la pression sur les visas parce qu'il y a eu quand même une suspension de l'octroi des visas par la France. De nouveaux éclaircissements. Merci Anne Perzo pour ce point qu'on n'avait pas encore abordé jusqu'ici. Mahmoud Aziari n'est pas du tout d'accord avec vous. Nous l'avons contacté par téléphone avant cette émission et écoutez sa position. Pour lui, ce n'est que de la géostratégie. Bonsoir Alda. D'abord, j'ai lu ce communiqué, cette déclaration conjointe avec un certain amusement. Parce qu'en réalité, c'est juste la feuille de route. On est allé tourner en rond pendant quelques mois, mais c'est la feuille de route. Et c'est juste que je pense que tous les élus mahorais ont été priés à un moment donné de mieux comprendre la fameuse phrase de Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale sur les intérêts bien compris des Comores et de la France. Mais quand on parle de faciliter l'immigration légale et maîtrisée, c'est exactement ce qui était écrit dans la feuille de route. Et le danger qu'il y a dessus, c'est qu'on ne précise pas, par exemple, quand on va parler de migration légale et maîtrisée, est-ce qu'une fois que les personnes qui auront une carte de séjour à Mayotte seront admises à Mayotte, est-ce qu'elles pourront voyager dans le reste de l'Europe ou en France hexagonale? Voilà une question, par exemple, dont on aimerait bien connaître la réponse. Mais ce qu'il faut juste comprendre, au fond, dans cette histoire, c'est que la France
poursuit ses intérêts dans la région. Et la France a besoin, d'une certaine façon, de Mayotte pour poursuivre ses intérêts dans la région, ces fameux intérêts bien compris. Et toute l'épine était de voir que les élus mahorais et la population de Mayotte ne comprennent pas ces intérêts de la France. La France a une vision géostratégique qui est aussi basée sur l'économie bleue. Donc la France a besoin des mers, des lacs, etc. Ça, c'est une chose. La France est présente dans l'océan Indien à travers la CEI, la Commission de l'océan Indien. La France y défend ses intérêts. Mayotte n'est pas dans la CEI, mais la Réunion représente la France et la Réunion fait beaucoup pour défendre les intérêts français. Mais si vous avez bien suivi, ces derniers temps, la France s'intéresse énormément au Mozambique, parce que le Mozambique a un potentiel de croissance incroyable, notamment avec le gaz, et donc la France s'intéresse aussi à ces perspectives d'exploitation de pétrole dans le canal de Mozambique. Mais il faut voir une chose dont on ne parle pas souvent, c'est que la France et tous les autres pays ont des zones économiques exclusives. Il se trouve qu'avec cette ambiguïté au niveau des Nations Unies du statut de Mayotte, la fameuse zone exclusive de Mayotte, la zone économique exclusive de Mayotte, n'est pas une zone reconnue au niveau des Nations Unies, ce qui pourrait poser un problème un jour si on doit y exploiter des richesses dans ce canal de Mozambique. Et donc la France a besoin de discuter en particulier avec les Comores pour cette perspective au cas où il y aurait des intérêts dans le sous-sol du canal de Mozambique. Et justement, revenons à ce fameux référendum. Est-ce que la France a aussi des intérêts pour conserver la Nouvelle-Calédonie ? Mais bien sûr, parce que la Nouvelle-Calédonie, elle se situe dans une zone où vous avez quand même l'Australie, la Nouvelle-Zélande et bien sûr le Japon. Et puis, encore une fois, on revient sur la zone économique exclusive. Récemment, la France a redéfini le périmètre de la zone exclusive, de la zone économique exclusive dans cette région en faisant valider ce périmètre-là par les Nations Unies. Encore une fois, c'est une histoire d'économie bleue. La Nouvelle-Calédonie est riche aussi. Donc la France a besoin d'être présente en Nouvelle-Calédonie. Voilà, vous venez de l'entendre, des intérêts particuliers, notamment dans la région du canal de Mozambique, avec ce pétrole qui a encore été confirmé ces derniers temps. Zaïdou Bamana, une réaction à cette analyse ? Oui, j'ai bien compris que la France a des intérêts stratégiques. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas le seul. Exactement. Que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Si la France est sur Mayotte et sur les Comores, c'est parce qu'il y avait déjà des intérêts stratégiques. Mais la question stratégique n'est plus tellement mise en avant par les spécialistes. Actuellement, la discussion, elle se retrouve dans une relation de la France avec ses territoires. Elle se retrouve dans un domaine économique et social. Et on l'a vu d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Les gens veulent quoi ? Bien vivre chez eux, que le développement soit véritable, que le progrès social continue et qu'il y ait une participation des autochtones, c'est le cas à Mayotte comme là-bas, dans le développement. La question de l'économie bleue, effectivement, ça a toujours été quelque chose de très important puisque c'est le futur. Mais si nous revenons sur ce texte, on ne parle plus de feuille de route, c'est tant mieux. On ne parle plus d'immigration clandestine, on parle de trafic humain. Et quand on travaille sur le trafic humain, ça veut dire qu'on est en train de judiciariser et de criminaliser tout ce qui relève des trafics humains, c'est-à-dire de l'esclavage moderne, de l'esclavage sexuel, des trafics illégaux en matière de chimiques, de drogue, etc. Tout ça, c'est très important. Et il y a quelque chose dans ce texte. S'il va jusqu'au bout, il devra, ce texte, intégrer ce qu'une commission du Parlement a appelé la Convention d'entraide judiciaire. Cette convention a été discutée par une commission parlementaire et il y a des élus communistes qui ont considéré que ce texte était une forme de recolonisation des Comores. Ça veut dire tout simplement une chose, rien n'est signé. Nous sommes dans des discussions dans un mois ou même dans une vingtaine de jours. À la fin du mois, il va falloir que
les élus mahorais pèsent sur ces discussions et mettent les intérêts supérieurs de Mayotte dans la discussion. Justement, Anne-Père de Lafont, à Mayotte, comme en Nouvelle-Calédonie, la population essaye d'influer sur cette politique, sur cette géostratégie de la France. Est-ce que vous pensez que c'est faisable en l'état actuel ? C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, les deux situations ne sont pas du tout comparables. Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas du tout comparable. En fait, pourquoi ? Tout simplement parce que les Mahorais veulent rester français et que les Kanaks ne veulent pas rester français. Donc déjà, je pense qu'on ne peut pas du tout comparer. Après, en fait, ça serait comparable si nous, on se disait, si Mayotte disait, voilà, on a des intérêts de réserve de pétrole, de réserve de gaz, d'économie bleue, et on veut en bénéficier, nous, et on se sent assez fort pour se développer et se structurer. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le langage des Mahorais ou quelque chose m'a échappé. Donc en fait, la situation n'est pas du tout comparable. Eux, les Kanaks, ce qu'ils veulent, ça fait 3000 ans qu'ils habitent cette terre, ils ont une culture qui est très très forte, et ils veulent être reconnus, notamment. Ils veulent être reconnus, mais les Mahorais aussi veulent être reconnus. Là, on va aussi reparler d'identité et de Canal de Mozambique et tous ces traits. Il y a plein de choses qui se recoupent. Mais en fait, là où le seul élément commun, en fait, c'est la vision géostratégique de la France, ça c'est sûr. Elle a cette vision-là. Après, je pense qu'on va l'évoquer là dans le sujet de la Nouvelle-Calédonie, sur comment rendre conciliable l'intérêt des peuples, l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes, parce que c'est quand même ça que les Mahorais demandent, et c'est ça que les Kanaks demandent. Avec les Kanaks, justement. Oui, mais justement, on n'est pas du tout dans la même optique de nation. Oui, tout à fait. Daniel Martial-Henry, les Mahorais veulent être consultés, mine de rien, même s'ils sont dans un département, ils veulent être consultés pour ce qui concerne des rapports entre la France et les Comores. On peut... Oui, mais si vous me permettez de rebondir d'abord par rapport à ce que M. Mahmoud Aziar vient de dire tout à l'heure, parce que quand il parle de la France c'est qui? Je pense que quand on est français, on se reconnaît dans la France. Hein? Donc l'intérêt de la France, c'est aussi l'intérêt de Mayotte. Donc, et puis, sans chercher à l'irriter, mais je connais bien le produit Mahmoud Aziar. Je me souviens à l'époque où nous étions étudiants, quand on nous démontrait par A plus B que si Mayotte prend son indépendance, en 3 ans, elle peut se développer plus que la Réunion, par exemple. Et je me souviens très bien, en 1998, Mahmoud Aziar a fait partie de la délégation des Comoriens qui s'étaient rendus à Tananarive pour négocier la création de l'Union des îles Comores. Donc c'est un indépendantiste pur et dur. On le reconnaît, dans ses allégations. Il a quand même le droit d'avoir une position différente. Ce que je voulais surtout lui dire, c'est quoi? C'est que les relations entre les pays ultramarins et la France ont évolué dans le temps. Nous sommes partis d'une annexion à une colonisation, à des territoires d'outre-mer à partir de 1946, avec une prise en compte d'une dimension plus humaniste dans l'approche relationnelle entre la France et ses ex-colonies, aujourd'hui à un département. Donc c'est très dommage qu'il est encore resté dans ces vieilles idées qui n'ont plus droit de citer aujourd'hui. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, nous les Mahorais, on s'est déjà exprimé sur le statut de département. Je ne pense pas que nous devons continuer à nous cramponner sur des débats statutaires. Aujourd'hui, les enjeux sont plutôt économiques. Nous sommes le territoire le plus pauvre de l'outre-mer. Nous sommes le territoire qui a le plus de chômage, plus de dépendance économique, plus de pauvreté, les problèmes de déplacement, les problèmes des infrastructures. Et donc, on doit... Et puis les problèmes de l'immigration clandestine, bien entendu. Et la feuille de route qui est proposée, c'est justement créer des conditions de retour, ou en tout cas de sédentarisation des populations comoriennes chez eux. C'est tout. Je pense que le débat reste sur ça. Et là, j'espère que les Mahorais vont... prendre ça comme une chance parce qu'on nous a donné la possibilité de discuter avec les autres et de mettre en place des réelles bases de coopération. Parce que je pense que le dispositif de coopération régionale, depuis 2001, a été très mal géré
jusqu'à là des deux côtés. Donc maintenant, il faut, parce qu'on ne peut pas asseoir les relations entre Mayotte et les Comores quand on n'était pas département, et aujourd'hui qu'on est département. Aujourd'hui qu'on est département, nous sommes en force pour pouvoir discuter sans peur avec les voisins comoriens. Alors, nous allons revenir justement à ce fameux référendum. Dimanche, tous ceux qui sont pour le maintien dans le giron français ont gagné une victoire saluée par de nombreux politiques mahorais. Je vous propose de regarder ce reportage signé Yasmine Diafar, où on voit la réaction des uns des autres, notamment vous, Daniel Martial-Henry. À l'heure où la présence de la France est remise en question dans le Pacifique, dans l'océan Indien, la présence française est plus que jamais revendiquée et assumée. 9 ans après le grand oui des Mahorais pour la départementalisation de Mayotte, à l'unanimité, les partis politiques parlent d'un choix responsable. Le choix de Mayotte française était un choix audacieux à l'époque, mais était un choix visionnaire. Et ce choix visionnaire a permis d'améliorer le développement du territoire, d'instituer un cadre institutionnel qui correspond à une norme française et aujourd'hui nous garantit une certaine démocratie. Nous avons toujours compris depuis 1841 que la France est la seule nation au monde qui peut nous garantir une liberté individuelle et collective dans notre territoire. L'histoire nous montre que les Mahorais avaient raison. Ils ont choisi librement de rester françaises. Il faut qu'il y ait une reconnaissance internationale. Plus de reconnaissance, plus de transparence de la part de la France vis-à-vis de Mayotte, un cri profond qui résonne de plus en plus. Mais la tenue d'un référendum pour une éventuelle indépendance du 101e département est impensable. Pourtant, ces derniers mois et plus que jamais, l'attitude de l'État laisse planer des doutes. L'État français n'est pas très clair sur la question de Mayotte. Tout ce que nous craignons, parce qu'il se pourrait que les enfants qui sont nés à Mayotte et le nombre des étrangers qui obtiennent la carte d'identité française, la nationalité française, un jour pourraient être plus nombreux que les Mahorais. On a vu à la Nouvelle-Calédonie, les Kanaks peut-être n'étaient pas assez nombreux pour demander, pour valider cette indépendance. Et que demain, les Mahorais aussi, Mayotte, pourraient basculer facilement vers l'indépendance quand il va y avoir un référendum qui est organisé tel que ça a été fait à la Nouvelle-Calédonie. Il est clair qu'aujourd'hui, en particulier avec ce gouvernement, nous n'avons pas suffisamment de transparence dans les orientations qui devraient être données à Mayotte et le temps nécessaire. Un plan de développement de Mayotte est nécessaire avec des moyens financiers pointés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et c'est un travail important qui doit être mené par les élus de Mayotte. Si certains politiques ne mâchent pas leurs mots, d'autres prennent plus de précautions dans la formulation. L'État français est vraiment transparent. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des doléances qui ne sont pas encore satisfaites. Et justement, parmi ces doléances, c'est une revendication de plus de république à Mayotte. Les Mahorais, au contraire, réclament plus de Français, réclament que nous soyons des Français à part entière et non des Français entièrement à part. Et donc nous réclamons plus de France, plus de République. Si le non à l'indépendance l'a emporté en Nouvelle-Calédonie avec 56,4% des suffrages, le score inattendu du oui, 43,6%, affirme dans le même temps qu'une grande partie de la population fonde l'espoir de voir un jour leur caillou prendre le large. Voilà, on a vu ces réactions des politiques locaux, des réactions sur un référendum assez spécifique parce que les accords de Matignon puis de Nouméa ont permis une très large autonomie à ce territoire et surtout des lois qui seraient impossibles sur d'autres territoires. Je donne par exemple cette loi sur les listes électorales, 3 listes électorales différentes en Nouvelle-Calédonie pour 300 000 habitants. Une première pour les élections nationales et européennes. Là, ce sont tous les citoyens français qui habitent sur ce territoire. Une seconde liste pour le référendum sur ce
cette indépendance, une grande partie des métropolitains et des autres personnes arrivées sur l'île après 1994 n'ont pas pu participer à cette élection de dimanche. Enfin, on a une troisième liste pour les élections provinciales, les élections locales là-bas. Et celle-là, toute personne ayant vécu au moins 10 ans sur le territoire peut choisir le gouvernement de sa province. Une réaction sur cette spécificité, Zaïdou Bamana? Oui, c'est très spécifique et ils sont allés très loin dans un principe qui a été défini depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Vous vous souvenez de Chirac, du président Chirac, qui disait « il nous faut des statuts à la carte, indifférenciés ». Et à un certain moment, ça a évolué sous la présidence de Sarkozy et jusqu'à maintenant, ça revient encore à la mode. On parle des statuts à la carte, voire de loi pays. Donc le statut de la Nouvelle-Calédonie est très ancré dans l'autonomie la plus large possible. Ils ont même la possibilité au niveau du Parlement de créer des lois. Ce qui est que vous ne verrez nulle part ailleurs dans les autres départements et collectivités. Je dis qu'il y a peut-être dans cette manière de faire une possibilité pour Mayotte de tirer des enseignements. Parce que nous avons, quoi que l'on en dise, une histoire à peu près commune avec la Nouvelle-Calédonie. Dans la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, nous avons connu des choses à peu près pareilles ici. Le parquage des populations, cette stratégie de colonisation, de peuplement, tout ça se retrouve actuellement en exergue. Et le résultat l'a montré aussi, c'est que la population calédonienne, kanak en tout cas, celle qui revendiquait l'indépendance absolue, avec une spécificité dans la possibilité de voter. Le LFL-NKS disait à une certaine époque, nous ne souhaitons pas que les autres populations venues s'installer après puissent voter. Ils voulaient que ce soit le peuple calédonien. Alors que maintenant, on parle là-bas de peuple kanak et de peuple calédonien. L'Union calédonienne, c'est un pays de peuples. Vous voyez bien qu'il est difficile actuellement de dire un tel a gagné ou un tel a perdu. Il y a vraiment beaucoup de choses à étudier et les Calédoniens sont en train de le faire eux-mêmes. Mais je remarque surtout que l'essentiel du propos, c'est qu'a fait la France jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle a pris conscience de ce qu'elle n'a pas fait? Est-ce qu'elle a pris conscience qu'elle est rejetée par la population autochtone? Et c'est là où se situe le véritable souci pour Mayotte aussi. Anne Perze-Lafont, une réaction? Oui, en fait, je voulais réagir sur l'histoire de... Enfin, sur pas mal de choses. Déjà, la colonisation de peuplement, en fait, je ne sais pas, on ne peut pas dire que Mayotte a vécu cette même colonisation de peuplement qu'a subi la Nouvelle-Calédonie. Parce que exactement la même chose. Du temps de Pierre Messmer avait dit, voilà, en fait, on risque, je crois que c'était en 1972, on risque de se retrouver face à une indépendance si on ne peuple pas davantage avec une colonisation française. Et c'est pour ça qu'on a un fort peuplement caldoche. Laissez-la finir et après vous pouvez répondre. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'on a ce déséquilibre et justement une population kanak qui n'arrive pas à se faire entendre. Et donc c'était volontaire cette colonisation. Ah oui, complètement. Plus plus d'Européens sur place pour pouvoir éviter l'indépendance. C'est ça, exactement, parce qu'il y avait c'est quand même c'est le pays qui produit le quart des réserves mondiales de nickel. Donc on parle toujours de vision d'intérêt géostratégique, mais juste je voudrais encore rebondir sur, parce que je pense qu'on ne peut pas comparer. Les Kanaks, il y a quand même eu c'était en 1931 l'exposition universelle à Paris. Il y a eu une centaine de Kanaks qui ont été exposés alors au jardin, en plus, ironie du sort, d'acclimatation. Alors c'est à mourir de rire. Comme des animaux. Comme des animaux, mais d'acclimatation. Donc, et donc, en fait, il y a eu quand même des traumatismes forts qui expliquent cette poussée indépendantiste qui a eu son apogée en 88 avec la grotte d'Ouvéa et Jean-Marie Tjibaou. Mais en fait, plus que des errements de la France, c'était une politique colonialiste très néfaste à l'époque. Et en fait, loin de moi l'idée de critiquer avec les yeux du XXIe siècle, parce que je pense toujours qu'on ne peut pas critiquer avec des yeux qui ne sont pas de l'époque,
Mais c'est quand même odieux ce qui s'est passé quand on regarde avec nos yeux. Donc Daniel Martial-Henry, finalement ça n'a rien à voir avec ce qu'aujourd'hui les Mahorais, la crainte des Mahorais, c'est-à-dire d'être remplacés par une population qui pourrait voter. Je vois que les journalistes ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. Heureusement que nous autres, on s'informe aussi. Donc ce qu'il faut comprendre de façon sociologique, chaque île est singulière. Hein. On ne peut pas trouver une île qui ressemble à une autre sur le plan culturel, historique. Donc, ce qu'il faut comprendre, moi, la leçon que je tire de ça, c'est quoi? C'est que quand on veut comparer Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, c'est que ici, à Mayotte, nous sommes un peuple issu d'une grande civilisation, swahili, qui avait déjà une démarche de relation à l'extérieur. Depuis 3000 ans, nous sommes issus de cette sphère indo-océanique qui remonte jusqu'aux pays arabes, et que quand les Européens sont arrivés ici, les Mahorais, en tant que musulmans, connaissaient déjà l'existence des autres peuples de confession catholique, et que l'islam recommande justement que les musulmans et les catholiques et les chrétiens, d'accord, vivent en harmonie. Donc il y a une dynamique socio-psychologique qui a déterminé les Mahorais à vivre, plus ou moins bien avec les peuples d'origine européenne. Parce que quand on regarde ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, où il y a une communauté européenne depuis 150 ans, et il y a 8% de métis. Et les métis aujourd'hui souffrent d'une identité. Donc on est ici entre un peuple kanak, parce que les Kanaks revendiquent leur mode de vie, c'est-à-dire ils veulent toujours vivre aujourd'hui avec leur... Mais c'est pas aussi ce qu'on retrouve actuellement à Mayotte avec oui, cette poussée de... Non, c'est-à-dire là-bas, il y a une confrontation, un choc culturel qui est vraiment acerbe, qui n'est pas comme chez nous. Et donc, mais ce qu'il faut comprendre... coutumier, ils veulent toujours vivre avec... Oui, mais ça, c'est cohérent. Européen est dans une île depuis 150 ans, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des Calédoniens. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de voter. C'est comme si un jour on se levait et qu'on disait... Ils ont le droit de voter. Ce sont ceux qui sont là depuis 1994 qui ne votent pas. N'est pas maoré. Excusez-moi, laisse-moi terminer. Je parle historiquement, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Non, historiquement, ils sont là parce qu'il y a une histoire de bagne d'abord. C'est là-bas où la France et en Guyane où ils envoyaient plus de bagnes. Mais pas seulement. C'est pas peuplé que... Tous les Caldoches ne sont pas des bagnards, Daniel. Il y a eu des peuplements, des arrivées volontaires de colonisation volontaire. En tout cas, il y a deux peuples qui ont des dimensions socioculturelles. Daniel Martial-Henry, justement, vous nous disiez il y a 2-3 jours que 60% des personnes d'origine étrangère ont voté en Nouvelle-Calédonie pour le maintien de la France. Ici, ces étrangers feraient la même chose pour vous? Parce que, effectivement, disons, il y a 3 formes de Comoriens. Il y a les binationaux, par exemple ceux en 1975 qui ont demandé l'indépendance après qu'ils sont passés par derrière demander la nationalité française. Il y a les Comoriens de Marseille, et je vais vous raconter une anecdote, c'est que ces gens-là sont arrivés à Marseille en 1972. C'était des Comoriens qui étaient installés à Madagascar, suite au coup d'État qui a renversé Philibert Tsiranana et qui a installé une junte militaire en place. Les Comoriens qui étaient là-bas n'ont pas voulu retourner aux Comores parce qu'ils avaient déjà vécu les conséquences de l'indépendance. Donc c'est en fuyant l'indépendance qu'ils sont allés s'installer en bateau, une partie à Marseille et une partie aux États-Unis. Et aujourd'hui, leurs enfants, c'est de l'hypocrisie à eux qui ont fui l'indépendance, et aujourd'hui, ils sont en train de demander à ce que Mayotte devienne indépendant. Donc c'est une double hypocrisie. Et puis il y a une frange de la population anjouanaise qui est à Mayotte, soit cette frange de population ne se sent pas concernée par
cet aspect politique des choses parce qu'ils sont venus pour faire des affaires, ou du moins, ils ne souhaiteraient pas que Mayotte devienne indépendant. Ah, ça, je suis persuadée. Donc, seulement, là aussi, il y a un autre problème qu'il faut observer de près, parce que les enfants issus de cette immigration, on voit quand il y a les grèves, c'est eux qui agressent les plus les forces de l'ordre. Donc, mais sur le plan politique, rien ne dit jusqu'à là qu'ils vont automatiquement aller vers l'indépendance. Zaïdou Bamana, une réaction ? Oui, je pense qu'il ne faut pas minimiser cette histoire de colonisation, de peuplement. Nous l'avons vu à travers les résultats du référendum en Nouvelle-Calédonie. Le peuple kanak n'a plus son destin en main. Les résultats l'ont montré. Et ça, c'est une progression de l'histoire. Il se pourrait très bien que la même chose se répète sur le territoire de Mayotte. Nous sommes minoritaires sur le territoire. Et si des mesures ne sont pas prises pour juguler cette immigration anarchique et dangereuse, nous allons forcément vers une remise en cause du statut de Mayotte. Mais Daniel Martial-Henry nous dit que c'est des gens qui n'ont pas forcément envie de revenir. Non, le risque est là. Le risque est là parce que il a parlé. Le risque est là. Je crois que parce c'est que faux, quand je vois les enfants, ce qu'il s'est passé en Nouvelle-Calédonie nous prévient. Voici ce qui va se passer. Et c'est ce que nous disons depuis X temps, qui vient de se vérifier. Il y a quand même quelque chose sur l'immigration de peuplement qu'il faut comprendre. Et là, ma chère Anne, la référence, ce n'est pas 1972 avec le discours de Mesmer. La référence à un monsieur qui s'appelle Guillain, qui en 1841 était le théoricien de l'installation française sur le territoire. Et le même Guillain, on l'a retrouvé après comme gouverneur pour la colonisation de la Nouvelle-Calédonie en 1870. Et ce sont exactement les mêmes mécanismes de colonisation qui ont été déployés là-bas et ici. Quel est le mécanisme de colonisation véritable? C'est une première immigration des métropolitains qu'on introduit sur le territoire pour la mise en valeur agricole, par exemple. En réalité, ce sont des agents de la colonisation. Puisqu'il n'y avait pas suffisamment de main-d'œuvre, ou la France a supposé que c'était comme ça, il a fallu également organiser, institutionnaliser une immigration venant des îles voisines, voire de l'Afrique de l'Est. Tout ça, madame, ça se passe en 1945 jusqu'à la fin du 19e siècle. Et quand il a fallu que l'administration coloniale s'installe, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, par décret, on dégage la population de Mayotte qui était concentrée sur Dzaoudzi et on l'envoie dans des parcages. C'est exactement ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Quand il vous parle des réserves indigènes, etc., vous voyez? Donc la politique de colonisation, en réalité, vis-à-vis du peuplement, c'est une politique d'immigration au départ. C'est pour ça que les Mahorais disent aujourd'hui, faites attention, il ne faut pas, surtout pas, qu'on en arrive à cette situation où nous sommes minoritaires, où notre voix ne compte pas. Donc, quand il faut faire quelque chose en matière de coopération, et même en matière de politique étatique, diplomatique, nous voulons deux choses, trois choses. Nous voulons la consultation, nous voulons la participation, nous voulons le consentement. Il faut absolument que les populations autochtones puissent avoir leur mot à dire. La deuxième comparaison que je fais, qui n'est même plus historique maintenant de colonisation, je fais une deuxième comparaison sur le fait que Mayotte a été un précurseur dans la possibilité des Outre-mer de s'autodéterminer. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été fait sur Mayotte avant les autres. Il a été pris en référence par les Kanaks, il est aussi pris en référence dans l'indépendance catalane. Il y a des spécialistes qui travaillent au niveau des grandes universités, dont la Sorbonne, qui disent Mayotte a été précurseur et c'est très bon. Dernier mot avant de lâcher la parole là-dessus.
quand on parle de statut pays, ça ne peut pas être le cas sur Mayotte puisqu'on souhaite être un département véritable. Mais il y a une dimension constitutionnelle, c'est l'adaptation des mesures. Un certain nombre de choses ne conviennent pas parce que notre culture est particulière, comme en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a des choses qu'on peut adapter. Il y a des mesures qui ont été prises là-bas que nous n'avons pas. Il suffit, par exemple, de réfléchir à ce qu'a mis en place Jean-Marie Tjibaou avec le contrat signé par l'ancien Premier ministre Rocard. Il a dit, nous avons un problème sur ce territoire, personne n'est formé. Il n'y a pas d'universitaire, il n'y a rien. Vous savez que jusqu'à maintenant, le problème se pose là-bas. Et donc, ils ont dit, on essaie de faire comme Mayotte, on met en place le plan de formation des cadres pour que, une fois l'indépendance arrivée, le peuple kanak puisse être en mesure, avec ses enfants, de gérer véritablement cette indépendance. Merci Zaïdou. Et ça, il faut le faire sur l'île. Vous me donnez une excellente transition. On va revenir avec Mahmoud Aziari qui nous parle justement de ces disparités socio-économiques sur ces territoires qui font qu'aujourd'hui, certains peuples peuvent être amenés à vouloir se débarrasser de la France. On l'écoute. Les Kanaks, ceux qui se déclarent vraiment Kanaks dans les enquêtes démographiques, ne comptent aujourd'hui que 39%, alors que c'est la population d'origine. Moi, je pense réellement que ces 30 dernières années, il y a eu une sorte de remplacement de population telle qu'on en parle à Mayotte, mais destiné réellement à maintenir la Nouvelle-Calédonie au sein de la France. Et ma conviction est que si, de toute façon, ces questions d'inégalité ne sont pas résolues en Nouvelle-Calédonie, alors inéluctablement, la Nouvelle-Calédonie ira à l'indépendance par d'autres moyens. Il faut quand même qu'à Mayotte, les gens comprennent une chose simple, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, le PIB par habitant est pratiquement équivalent au PIB par habitant dans l'Hexagone. Il n'y a que des territoires en Outre-mer qui ont ce genre de choses. La Nouvelle-Calédonie qui a un PIB par tête à peu près équivalent à celui de l'Hexagone, et Saint-Barthélemy qui a un PIB par tête loin au-dessus de celui de l'Hexagone. Et quand on a une telle richesse qui n'est pas seulement fournie par le nickel, parce qu'encore une fois, là on se trompe, le nickel compte pour moins de 20% du PIB de la Nouvelle-Calédonie, de la richesse de la Nouvelle-Calédonie, moins de 20%. Donc il y a d'autres secteurs productifs qui créent des emplois et qui créent de la richesse en Nouvelle-Calédonie, et ces secteurs ne sont pas maîtrisés par les Kanaks. Voilà le vrai enjeu, et si cet enjeu-là n'est pas compris par la France, et n'est pas résolu, de toute façon, la Nouvelle-Calédonie deviendrait indépendante d'une façon ou d'une autre. C'est ce système qui a lieu aussi à Mayotte. Vous regardez à Mayotte, on vous raconte tout le temps qu'il y a 8% de taux de croissance, qu'il y a 10% de taux de croissance. Alors quand on regarde d'abord ce taux de croissance de l'économie, ce n'est pas le même taux de croissance dans le pouvoir d'achat des ménages et même dans la redistribution des ménages. Mais quand vous regardez le développement de Mayotte, où vous avez les mêmes stades pourris, poussiéreux, rien, les routes qui sont cabossées partout, des écoles qui sont encore moyenâgeuses, qu'est-ce qui se passe? Alors que l'État continue encore à injecter de l'argent à Mayotte, même si cet argent est bien moindre que ce qu'on trouve ailleurs en Outre-mer, par exemple en Guyane. Mais Mayotte est aussi une économie de captage. Et vous pensez que s'il n'y a pas de redistribution des richesses, on pourrait un jour, d'ici plusieurs années, finir par avoir une Mayotte qui demande son indépendance aussi? Mais bien sûr, mais aujourd'hui, il suffit d'écouter les jeunes. Je veux dire, les jeunes voyagent, vont pas loin. Il suffit d'aller à La Réunion, il suffit d'aller à Maurice, ils vont jouer au football là-bas, ils vont en vacances. Ils vont faire des tas de choses, mais ils vont aussi à Dar es Salaam. Aujourd'hui, ils vont à Nairobi, ils vont à Mombasa, ils vont à Zanzibar, certains vont jusqu'au Ghana, au Sénégal, etc. Et on voit à quel point Mayotte est reculée. Mayotte est une sorte de vestige colonial, mais du 19e siècle, avec une mentalité économique qui est pratiquement une mentalité féodale, tel que ça a été décrit, par exemple, par l'économiste Adam Smith au XVIIIe siècle. C'est là où se trouve Mayotte aujourd'hui. Et si Mayotte ne prend pas ce train de développement qu'on connaît au XXIe siècle,
de toute façon, les jeunes qui viendront poseront la question, mais que fait la France ici? Mais cette question, en réalité, elle est déjà posée. Anne Perzeau-Lafont, les Kanaks, une population qui est hors du développement économique de Nouvelle-Calédonie, très peu formée, un taux de chômage très important. Est-ce que vous pensez aussi que cette problématique-là pourrait donner des problèmes à Mayotte? Oui, non, mais je trouve que le parallèle de Mahmoud est intéressant. C'est vrai que je crois qu'il n'y a que 12% des bacs S en Nouvelle-Calédonie qui sont Kanaks, il me semble avoir vu ça. Il faut vérifier, mais il me semble que c'est ça. Qui sont d'origine kanak. Donc en fait, c'est vrai que ça pose un gros problème. Ils sont exclus. C'est pour ça qu'en fait, ils demandent leur dépendance, mais je pense que... Indépendance. J'ai pas dit ça? Oui. En fait, ils demandent leur indépendance, mais en fait, sur vos antennes, il y avait Alain Krishnart, le haut fonctionnaire qui était déjà passé à Mayotte, que tout le monde connaît, que j'avais eu la chance de pouvoir interviewer, qui disait le rôle de la France en Nouvelle-Calédonie, c'est de mettre en lien toutes les parties et d'accompagner tout le monde vers le développement. Alors là, on fait un peu pas dans l'angélisme, mais on met de côté les intérêts chinois, les intérêts de tous des Australiens dans la région par rapport au nickel. On est d'accord, mais de toute façon, que ce soit la France ou les Chinois, les Kanaks auront la même position. Ce qu'il faut, c'est les aider à prendre en main leur économie. C'est exactement pareil que pour Mayotte. Donc après, en arrêtant de faire de la géostratégie et de la macroéconomie, rentrons dans les petits trucs. C'est en effet, il y a des routes qui sont complètement déglinguées. Mais on s'aperçoit, là, je suis allée dans le sud, j'ai fait le tour de Mayotte, les routes sont vraiment en bien meilleur état. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même certains élus maintenant qui commencent à prendre en main le destin de l'île. En parlant de peuplement, de colonisation, etc., mais qu'on arrête l'émigration des cerveaux mahorais aussi. Que les cerveaux mahorais restent sur l'île pour développer leur île. Nous, on est là, on se bagarre. Ils sont là, ils sont bien sur leur île pour se bagarrer et pour développer l'île. Et donc, moi, je suis désolée, si on veut aussi stopper ça, il faut... Alors, ce qui rétorque à Paris, parce que ça a été la démarche de Tamini Mohamed et Issa Abdou qui ont fait une très bonne démarche pour que ces cerveaux reviennent, c'est tant qu'il y aura des politiciens véreux qui vont nous mettre la tête dans l'eau pour faire sortir nos projets, on n'y arrivera pas. Mais qui commencent par venir en masse, qu'ils occupent le terrain, ces cerveaux, et on verra. Et je pense que là, enfin, on va arriver. Et il faut que les Mahorais, là, prennent en main, France ou pas, qu'ils prennent en main leur destin, ça c'est sûr. Daniel Marcian-Larry, ces disparités économiques entre les populations originaires et ceux qui arrivent, vous ne pensez pas que ça peut créer aussi ces inégalités à Mayotte? Ça le pourrait, mais je fais remarquer mon ami statisticien Mahmoud qu'en Afrique, voire même aux Comores voisins, ce sont les familles nantis, riches, instruits, qui ont demandé l'indépendance. Ce ne sont pas les pauvres personnes des régions reculées. Ça rejoint ce que je disais sur les Comores tout à l'heure. Permettez-moi de terminer, Anne. Oui. Et donc, sur le plan institutionnel, le danger, effectivement, l'immigration clandestine crée un danger, puisqu'il peut aussi... Il y a des risques qu'il crée des instabilités politiques, mais il y a aussi des personnes en interne. Par exemple, je sais que Mahmoud est très déçu que la Nouvelle-Calédonie n'est pas indépendante aujourd'hui, parce que ça allait corroborer ces prédictions. Et donc, quand je vois, par exemple, ici au Conseil général, quand on a voulu remettre en cause le statut de département récemment avec cette fameuse talutage institutionnel, c'est des risques aussi qui existent. Et là, je rappelle que nous entrons dans une ère de réforme constitutionnelle où l'article 73 et 74 de la Constitution vont disparaître au profit d'un article unique qui sera inscrit outre-mer. Et là, ça va être des statuts à la carte. Et donc, il faut que les Mahorais, nous soyons vigilants pour qu'on ne nous glisse pas encore ce toilettage-là. Parce que nous, on est le seul territoire qui fait l'objet de convoitises. Notre salut, c'est dans l'ancrage, d'accord, dans le droit commun. Donc, il n'y a pas à déroger avec des spécificités ou des adaptations ici, localement. Par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand nous réclamions le statut de département, en tout cas nos aïeux, jusqu'à notre génération, le département, c'était être français pour être libre. Nous, notre génération, on a cru que c'était
une pluie d'argent qui allait s'abattre sur le territoire. Parce qu'effectivement, la Nouvelle-Calédonie, qui a un statut spécifique, de même que d'autres comme collectivités d'outre-mer qui ont un statut en termes d'identité législative qui sont très éloignés, ont un niveau de vie plus développé que les départements français d'outre-mer, ou voire même que Mayotte. Merci. Donc, l'aspect institutionnel n'est pas seulement un aspect économique, mais l'économie, nous devons le faire. C'est pour ça que ce débat institutionnel est dépassé. Zaïdou Bamana, débat institutionnel dépassé. Il faut d'abord combattre les disparités économiques entre les populations. Oui, il faut absolument combattre les disparités. Il y a quelque chose qu'on retrouve partout, dans les anciennes colonies, comme dans les départements d'outre-mer, c'est le partage des richesses. Ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Pour ne pas créer des violences urbaines sur le territoire, il faut que la population puisse évoluer d'un même élan. On ne peut pas avoir 5% de la population qui a tout et 80% de pauvres. Forcément, il y aura des soucis. Donc, c'est un partage des richesses. Il faut que les inégalités se réduisent. Et effectivement, il y a une part institutionnelle qui doit être mise en avant, c'est-à-dire que le conseil départemental doit absolument mettre en place les organisations pour que les institutions soient stables et génèrent des emplois, mais il faut aussi que la population de Mayotte soit une population travailleuse, c'est-à-dire que toutes les possibilités de création de richesses et d'emplois soient exploitées. On peut le faire de deux manières, avec des jeunes formés qui sont dans les administrations, qui travaillent à monter des projets, à les réaliser sur le terrain avec les élus, mais il faut également une population formée dans le privé. On ne pourra pas développer cette île avec, quoique j'aime bien le travail qu'ils font, des institutions comme la BGE, etc. Mais croyez-vous que c'est développer un territoire en permettant à une personne de créer sa propre emploi? C'est impossible. Il faut que la population de Mayotte puisse intégrer des entreprises véritables et c'est comme ça que non seulement nous créerons la paix sociale sur le territoire, mais c'est comme ça aussi que nous nous mettrons en position de force pour aborder toute la partie de la coopération régionale, non seulement vis-à-vis de Madagascar et des Comores, mais vis-à-vis de la Réunion aussi et de l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire que les fondamentaux doivent être la feuille de route des élus. Il faut que les fondamentaux soient aussi la feuille de route de la préfecture, des administrations déconcentrées de l'État et de l'État. Le développement de Mayotte doit être central. Toutes les discussions sur la diplomatie avec les Comores, c'est du passé. Toutes les discussions sur l'orientation Mayotte-Réunion, c'est du dépassé. Ce sont des pôles qui doivent croître de manière autonome chacun, et c'est ensemble qui trouveront à être... Il y a quand même un mot que disait... Rapidement, parce que le temps... Il y a un mot que disait Karambeu là-bas. Karambeu dit « l'indépendance est obsolète ». Moi, je dis qu'elle n'est peut-être pas obsolète, mais elle est dans l'indépendance, dans l'interdépendance. C'est peut-être un moyen aussi de mettre la pression sur la France pour qu'il rééquilibre les disparités économiques et sociales. Alors, nous avons très peu de temps d'ici la fin de l'émission. J'aimerais faire un dernier tour de table, rapidement, 30 secondes chacun, pour nous donner un peu ce qu'il retient de ce référendum. Anne Perzo-Lafont, honneur aux dames. En fait, moi, je le trouve encourageant, parce que moi, je vais pas être d'accord peut-être avec la plupart des intellectuels ici. Je trouve encourageant dans la montée de l'indépendantisme, parce qu'il y a vraiment une volonté. Maintenant, je pense qu'il faut que les peuples, que ce soit les Kanaks ou les Mahorais, aident l'État français, puisque c'est l'État français qui est là, à les accompagner au mieux. Donc l'État français n'est pas souvent un bon visionnaire, on le sait. Il a des intérêts particuliers. Donc c'est vraiment au peuple à contribuer là-dedans, par l'activité économique, par beaucoup de choses. Ici, on a l'immigration clandestine à réguler. Il y a beaucoup de choses à régler, mais en prenant de la hauteur, c'est le peuple qui doit aider l'État français à les accompagner au mieux, ça vraiment. Daniel Barciel-Henry, donc les intérêts de la France dans la région, pour vous, ça peut bénéficier à Mayotte, mais comment être sûr que... De Gaulle a dit les Outre-mer seront grands si la France est grande. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que
Par rapport à la Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il y a 66% de Kanak et de Caldoche. Or, le oui l'a emporté avec 56%. Ça veut dire qu'il y a au moins 10% de Caldoche qui ont voté... Caldoche, les descendants des Européens. Voilà, qui ont voté pour l'indépendance. Seulement, la question de l'indépendance, c'est quoi? Parce qu'il y a deux formes d'indépendance. Il y a l'indépendance externe et l'indépendance interne. C'est-à-dire, l'indépendance, c'est une émancipation. Et la législation française aujourd'hui garantit une indépendance des humains et des communautés. Nous, les Mahorais, nous avons choisi l'indépendance interne. Et les Kanaks aussi viennent de nous donner raison en choisissant l'indépendance interne. Merci. Zaïdou Bamana, vous avez le dernier mot. Ah oui, je pense qu'il faut quand même réfléchir à ce qui s'est passé là-bas parce que ça peut nous permettre d'améliorer nos conditions sur le territoire. Et il y a deux choses que les Mahorais ne doivent absolument pas oublier. C'est que le parti des travailleurs là-bas n'a pas participé au vote. Ils n'ont pas demandé le boycott, mais ils ont dit à la jeunesse, abstenez-vous. Donc, s'ils avaient voté, ils auraient pu obtenir 1 point ou 2 points de plus pour l'indépendance. Mais il y a quand même quelque chose que nous devons voir sur le territoire de Mayotte, c'est que le traditionnalisme peut être un piège pour nous, parce que les FLNKS demandent là-bas ce qu'on appelle l'autochtonisme, c'est-à-dire la manière de revenir complètement aux sources, voilà, le refus du progrès, etc. C'est pas ce que nous voulons sur le territoire. Et il faudrait qu'on le comprenne ici, surtout avec les gens qui travaillent avec les Djaoula. Une velléité aussi qu'on retrouve, identitaire, qu'on retrouve de plus en plus aussi à Mayotte. Merci à vous pour toutes ces analyses et ces explications. Merci, j'espère qu'on se retrouvera une très prochaine fois pour une autre émission. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Kala Dala. C'est nous qui vous remercions.